Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante, celle des rois capétiens en France. On s'appuie sur une transcription vidéo qui retrace toute cette saga. L'idée, c'est de voir comment une seule famille a pu régner si longtemps. Oui, c'est vrai que c'est une durée assez incroyable. Près de 1000 ans, bon, de 987 à 1848, avec des interruptions bien sûr, mais toujours cette même lignée qui revient. Capétien direct, puis les Valois, les Bourbons, c'est un fil rouge dynastique assez unique en Europe en fait. Et comprendre ça, c'est un peu comprendre l'histoire de France, non? Exactement, c'est une clé de lecture essentielle. Alors, commençons par le commencement. 987. Le dernier roi carolingien, Louis V, meurt sans héritier. C'est ça. Et les grands seigneurs du royaume, eh bien, ils choisissent Hugues Capet. Pourquoi lui, justement? La source nous dit qu'il était déjà très influent, duc des Francs, puissant, un homme fort, quoi, capable d'apporter une certaine stabilité, du moins, c'est ce qu'ils espéraient. D'accord. Et les premiers rois de cette lignée, ils font quoi alors? Ils assoient leur pouvoir, C'est tout à fait ça. ils consolident petit à petit. Le domaine royal est assez petit au début, hein. Le vrai changement, ça arrive plus tard, avec Philippe II Auguste, le septième roi. Ah oui, Philippe Auguste. C'est lui qui commence à se dire roi de France. Précisément, plus seulement roi des Francs. C'est pas juste un titre, c'est l'affirmation d'un pouvoir sur un territoire. Il reprend la Normandie aux Anglais, par exemple. C'est majeur. Et après lui, il y a une autre figure très connue, Louis IX, Saint Louis. Oui, Saint-Louis, alors l'image populaire, c'est la justice sous le chêne. Hmm. Mais la source rappelle aussi les croisades, très coûteuses d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant pour la suite, C'est son fils, Robert de Clermont. voilà, son fils cadet, Robert, qui épouse Béatrice de Bourbon. Et c'est cette union qui, des siècles plus tard, donnera la branche des Bourbons. Étonnant. C'est fou quand on y pense. Mais cette lignée directe, les Capétiens purs, elle s'arrête? Oui, c'est un moment critique. Les trois fils de Philippe IV le Bel, Louis X, Philippe V, Charles IV meurent sans laisser d'héritier homme. Ah, et il y a même eu Jean I, le posthume, roi quelques jours seulement. Exactement, mort bébé. Donc, crise de succession, et c'est là qu'on sort cette fameuse loi salique du chapeau. Une vieille règle, un peu arrangée pour l'occasion pour écarter les femmes. C'est ça. On écarte Jeanne de Navarre, la fille de Louis X, et la couronne passe à un neveu de Philippe le Bel, Philippe VI de Valois. Donc nouvelle branche, les Valois, mais c'est aussi le début des ennuis avec l'Angleterre. Ben oui, direct. La guerre de Cent Ans commence sous son règne. Les Anglais revendiquent le trône. Cette période marque vraiment les Valois. Jean II est fait prisonnier. À Poitiers, oui. Puis Charles V, dit le Sage, qui redresse un peu la barre avec du Guesclin. Mais après, Charles VI devient fou. Guerre civile. Le chaos. un vrai désastre. Heureusement, Charles VII arrive avec Jeanne d'Arc, La pucelle. et il finit par gagner cette guerre interminable. La dynastie Valois a survécu, mais de justesse. La source mentionne aussi Louis XI, surnommé l'araignée. Il modernise l'État, en quelque sorte. Mais là encore, la branche directe s'étend. Charles VIII meurt, bêtement, non, dans un accident. Oui, il se cogne à la tête contre un linteau de porte. Encore une transition compliquée. Le trône passe à des cousins. Les Valois Orléans, puis les Valois Angoulême. C'est comme ça qu'arrive François Ier. Exactement. François Ier, le roi de Marignan de la Renaissance. Une autre époque s'ouvre. Mais aussi une époque de division, religieuse cette fois. Tout à fait. La fin des Valois est ensanglantée par les guerres de religion. Henri II meurt dans un tournoi. Terrible. Ses fils règnent ensuite. François II, très court règne. Charles IX, marqué à jamais par le massacre de la Saint-Barthélemy. Puis Henri III. Qui finit assassiné lui aussi, et sans héritier direct. Voilà. Et sur son lit de mort, Henri III désigne son cousin, Henri de Bourbon, pour lui succéder. Et on revient à la case départ, enfin presque. Henri de Bourbon, descendant de Robert de Clermont, le fils de Saint-Louis. C'est ça. Il devient Henri IV, mais il est protestant. Pour être roi de France, il doit se convertir au catholicisme. C'est là qu'il aurait dit... Non, la source ne le dit pas. Mais il se convertit. Il se convertit, oui, et il ramène la paix avec l'édit de Nantes. Mais la violence est tenace. Il est assassiné par Ravaillac. Incroyable succession d'événements. Alors, les Bourbons, on entre dans le grand siècle. Louis XIII et Richelieu, Oui, le renforcement de l'autorité royale continue. et puis l'apogée absolue, Louis XIV. Le roi Soleil. 72 ans de règne. La source parle d'absolutisme. Le roi décide de tout. C'est l'image même de la monarchie absolue à la française, Versailles, la cour.
Mais la succession est complexe, même pour lui. Après lui, Louis XV, puis Louis XVI et Marie-Antoinette. Et là, Hmm. Là, c'est la fin d'un monde. La Révolution française, 1789. La monarchie absolue est balayée. Louis XVI est guillotiné en 1793. Fin de l'acte. Pas tout à fait. Après la Révolution, l'empire de Napoléon, il y a un retour des Bourbons, la Restauration. Avec les frères de Louis XVI, Louis XVIII puis Charles X. Mais ça ne tient pas longtemps. Charles X est renversé par une autre révolution en 1830. Et le tout dernier roi de cette longue, longue histoire capétienne. C'est Louis-Philippe Ier. Il appartient à la branche d'Orléans, une branche cousine des Bourbons, descendant d'un frère de Louis XIV. Le roi bourgeois. C'est ça. Mais lui aussi est renversé. Révolution de 1848, et là c'est vraiment la fin de la royauté capétienne en France. Presque 1000 ans. C'est absolument vertigineux. Une seule famille, avec toutes ses branches, qui a marqué la France à ce point. Oui, malgré les crises, les guerres, les assassinats, les changements de branches, cette continuité, même si elle est parfois ténue, est le fait marquant. Une capacité de survie dynastique assez unique. C'est ce que la source met en avant, cette résilience. Tout à fait. Alors une dernière pensée peut-être, même si la monarchie n'existe plus depuis longtemps en France, est-ce que cet héritage, cette très longue histoire d'une seule lignée au pouvoir, ne pèse pas encore d'une certaine façon sur la perception du pouvoir, sur l'inconscient collectif français aujourd'hui? Hmm. C'est une excellente question. L'ombre portée de 1000 ans d'histoire, forcément ça laisse des traces, même invisibles.